Bonjour à tous. Voilà, je crois qu'on est à peu près au complet. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on va commencer la présentation du support. Je vais partager le support. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de la négociation sur les salaires. Donc, pour présenter un petit peu ce qu'on va vous dire, on va revenir un petit peu sur le cadre juridique des négociations. On ira ensuite voir, quand on dit rémunération, de quoi on parle, pour éviter de se laisser enfermer par des directions qui vont vous parler uniquement de salaire. On va vous montrer qu'il y a d'autres éléments dont on peut parler dans cette négociation. On ira voir effectivement ce qu'on peut négocier. Ensuite, on ira regarder quelle information utile on peut aller obtenir pour préparer cette négociation. Et on ira ensuite voir qu'il est possible de mobiliser l'expert pour obtenir des informations un petit peu plus précises dans le cadre de cette négociation. Et ensuite, on fera un point sur la situation sanitaire et voir dans quelle mesure il est possible de rentrer en négociation dans ce cadre-là et avec quelle stratégie derrière pour essayer de servir au mieux vos intérêts. Pour revenir sur le cadre juridique des négociations, donc depuis la LDSE, donc la loi Rebsamen, les négociations obligatoires ont été regroupées en trois grands blocs. Nous, on va s'intéresser au bloc rouge sur l'écran, donc la négociation sur la rémunération et le temps de travail. Mais il y a aussi une négociation sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle et une négociation sur la GEPP que vous connaissez probablement sous le nom de GPEC. Ça a changé de nom. Ce qu'a induit aussi la loi Rebsamen, c'est le fait qu'il y a un double niveau de droit. Quand on n'a pas négocié d'accord, les négociations 1 et 2 sont annuelles. D'accord ? La négociation 3, hors accord, elle est triennale. Okay ? Donc, on va voir le bloc 1 qui comprend donc la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et aussi le suivi de mesures de résorption des écarts de rémunération entre femmes et hommes. Alors, comment ça se passe pour déclencher cette négociation ? Et ce qu'on dit sur cette négociation est aussi valable pour toutes les négociations obligatoires. Alors, déjà, cette négociation s'impose dans les entreprises où il y a une ou plusieurs sections d'organisations syndicales représentatives. D'accord ? C'est bien à l'employeur d'engager la négociation, mais en cas de carence de l'employeur, ça peut être à l'initiative de l'une des organisations syndicales. On l'a dit tout à l'heure, il y a un double niveau de droit. Sans accord, cette négociation est annuelle, mais dans le cadre d'un accord, il peut être prévu que celle-ci soit abordée qu'une fois tous les 4 ans. Attention donc au cadre juridique dans lequel vous vous inscrivez. Généralement, quand un accord d'entreprise a été conclu, vous en connaissez les termes. S'il n'y a pas d'accord, c'est bien une négociation annuelle. Et le cadre temporel d'une négociation pour 4 ans maximum est également valable pour la négociation sur l'égalité professionnelle. Si le législateur ne fixe pas de délai dans lequel lancer cette négociation, il dit toutefois que la date doit être fixée au moins 12 mois après le début de la dernière négociation, ce qui veut dire que dans le cadre d'un accord qui aurait été négocié, il n'est pas possible de revenir sur les mesures de cet accord dans les 12 mois qui suivent. Ensuite, si c'est bien au sein de l'entreprise ou de l'UES que se déroule la négociation, il est possible de la tenir au niveau de chaque établissement si ceci comporte des organisations syndicales représentatives et qu'aucune de ces organisations syndicales ne s'y oppose. Alors, après, on va voir qui peut s'asseoir autour de la table pour cette négociation. La délégation des organisations représentatives est composée du délégué syndical de chaque organisation et s'il y a plusieurs délégués, il y a au moins 2 délégués syndicaux qui y assistent.
La LDSE a ici introduit la possibilité de négocier avec des élus mandatés, dans le cas où il n'y aurait pas d'organisation syndicale représentative. Et il est aussi prévu que chaque organisation puisse compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise. Par exemple, des élus au CSE et aussi des membres qui sont un petit peu plus spécialistes de chaque thème. Par exemple, dans le cas de cette négociation, comme on parle aussi de la résolution des écarts salariaux entre femmes et hommes, ça peut avoir du sens que le président de la commission égalité professionnelle, par exemple, puisse être dans la délégation syndicale. Alors, pour rappel, sur ce thème-là, il y a bien une obligation de négocier, mais il n'y a pas d'obligation de conclure un accord. Ça vous est peut-être déjà arrivé de signer un PV de désaccord et pas un accord. Mais ça n'empêche pas que la négociation doit être réelle et non formelle. D'accord ? Et si la loi ne précise pas spécifiquement de nombre de réunions, on constate de façon implicite qu'il doit y avoir plus d'une réunion. La première réunion, elle, est consacrée à l'organisation de la négociation. C'est au cours de cette réunion que vous allez parler du calendrier de la négociation, que la direction va vous remettre l'information qui vous est destinée, de façon à ce que vous puissiez négocier sur des sujets sur lesquels vous avez une connaissance suffisante. Et ensuite, la loi précise qu'il y a un délai minimum de 8 à 15 jours entre cette première réunion de cadrage et la première réunion qui sera consacrée à la négociation. Pour avoir un accord, il faut deux conditions. Soit cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales qui ont recueilli plus de 50% lors du premier tour des dernières élections professionnelles, soit il n'y a pas d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés à cette élection. Ensuite, on l'a vu, le nom de cette négociation, c'est bien la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Avant, c'était la négociation qu'on appelait la NAO. Okay. Qu'est-ce qu'on met dans ce bloc-là? La loi précise que c'est bien sur les salaires effectifs qu'on négocie. Donc, les salaires effectifs, ça comprend le salaire de base, mais pas que. On va y revenir tout à l'heure, mais ça reprend aussi les rémunérations conventionnelles ou qui résultent d'un accord d'entreprise, les primes de performance et les avantages en nature. La négociation s'attache aussi à aborder la question de la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. On peut aussi aborder les questions d'intéressement, de participation et d'épargne salariale. Et si jamais il n'y a pas d'accord visant à supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes, c'est aussi un des points qui doit apparaître dans cette négociation. On va revenir un petit peu plus précisément maintenant sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de rémunération. Et pour ça, je vais laisser la main à Tanguy. Merci, bonjour. On va passer directement à la page suivante. Donc, oui, il est important de bien savoir et surtout de se mettre d'accord sur ce dont on parle quand on parle de rémunération. Les négociations portent souvent sur le salaire de base, comment il évolue, mais il est important en rentrant en négociation, d'avoir une vision, une visibilité sur l'ensemble des dispositifs de rémunération, des outils de rémunération. Et on vous a mis là un petit tableau synthétique sur lequel vous retrouverez peut-être certaines des rémunérations qui sont distribuées dans votre entreprise, pas forcément à tout le monde. Les primes d'ancienneté, c'est de la rémunération, les primes de conditions de travail, les primes de performance, tout ça, c'est de la rémunération. Le seul élément qui peut-être n'est pas vraiment de la rémunération ou participe d'une autre logique, c'est la dernière ligne, intéressement, participation, qui sont plus dans une logique de partage des résultats que de la rémunération, et d'ailleurs qui font généralement l'objet qui peuvent faire l'objet d'accords spécifiques. Donc,
pour vous avoir une visibilité sur quels sont les éléments de rémunération qui existent dans votre entreprise. Est-ce qu'ils bénéficient à tous ou est-ce qu'ils bénéficient qu'à une partie des salariés? C'est très important. Et puis, page suivante, on va se poser une autre question qui est de dire, mais finalement, pour définir une rémunération, on peut la définir aussi dans une logique de contribution-rétribution. Le salaire de base, les heures supplémentaires, les avantages en nature, ils rémunèrent un travail. C'est la rémunération du travail. Le 13e mois, c'est souvent simplement une décomposition de la rémunération annuelle du travail en 13 au lieu d'être divisé par 2. Et puis, vous avez des rémunérations qui ont vocation, non pas à rémunérer le travail proprement dit, mais les conditions dans lesquelles le salarié exerce son travail. Ce sont les primes indemnitaires, primes de déplacement, primes de nuit, qui vont compenser une situation de travail plus contraignante ou dégradée. La qualité du travail, ou ce que les directions appellent la performance, c'est aussi une contribution qui va être reconnue sous forme de primes de performance, de commission, de bonus. Prime d'astreinte répond à une contribution qui a la disponibilité, et ainsi de suite. La prime d'ancienneté reconnaît l'expérience, les primes de qualification, les gratifications pour diplôme vont reconnaître les compétences. Pourquoi ce travail-là? Parce que beaucoup d'entreprises ont une logique ou une communication sur la rémunération globale. Et ce qu'ils mettent dans la rémunération globale est parfois très sensé et parfois peut être remise en question. Tu es dans la rémunération globale, les coûts de formation, ils n'ont pas de couple rétribution-contribution. Ça ne veut pas dire que les coûts de formation, c'est important, mais les coûts de formation, ce n'est pas un outil de rémunération. On a vu des entreprises qui, dans la rémunération globale, mettaient le budget du CE ou du CSE. Et là encore, c'est une approche extensive et probablement très abusive de la notion de rémunération. Donc, vous permettre de... enfin, le tableau qui est là va vous permettre de dire, mais ce dont on me parle en face, est-ce que c'est vraiment de la rémunération? Et si ce n'est pas de la rémunération, ça n'a pas sa place dans la négociation. On va aller un petit peu plus loin. Important aussi de mettre les bons mots sur les bonnes notions. Une augmentation générale, c'est une augmentation qui bénéficie à tous les salariés. Elle peut s'exprimer en taux, X% d'augmentation, ou en montant, 100 € d'augmentation, ou les deux combinés, c'est-à-dire une augmentation de 1,5% avec un minimum de 100 € par an. On ne la qualifie de générale que si cette augmentation touche tout le monde. Si cette augmentation générale, par exemple, ne touche qu'une catégorie de salariés, de rattrapage, une augmentation, on parlera d'augmentation collective. Et puis, on constate de plus en plus des augmentations individuelles qui sont caractérisées par deux choses. Un, fondé de plus en plus souvent sur la notion de performance, et il y a matière à s'interroger sur la notion de performance, et de plus en plus souvent également des augmentations individuelles qui sont exclusives de toute augmentation générale. C'est-à-dire que même pour les salariés en bas de classification ou les moins qualifiés, souvent l'augmentation générale a disparu. Et vos augmentations, elles peuvent être négociées, c'est le but de la négociation annuelle, elles peuvent être décidées unilatéralement, notamment quand il y a des accords sur la négociation. Et puis, vous avez des augmentations qui sont
exogènes, c'est-à-dire qu'elles sont imposées par l'extérieur de l'entreprise, la revalorisation du SMIC ou des minima conventionnels, la prime d'ancienneté. Ce n'est pas parce qu'elles sont exogènes et imposées que ce ne sont pas des augmentations. Simplement, elles ne rentrent pas dans le cadre de la négociation, mais il s'agit bien d'augmentation. En négociation, le problème, finalement, c'est que les représentants syndicaux et les directions ne parlent pas de la même chose et ne négocient pas la même chose. Le salarié, quand on lui parle de rémunération, il dit ce que je gagne. L'employeur, il dit la rémunération, c'est ce que je paye. Et le problème, c'est que entre ce que gagne le salarié et ce que paye l'employeur, il y a des différences. Et donc, il est important de savoir quels sont les enjeux des uns et des autres. Vous allez négocier des salaires. La direction va raisonner le plus souvent en masse salariale, en sachant que sa masse salariale, elle évolue indépendamment de ce qui est négocié. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une augmentation des effectifs, ça va augmenter évidemment mécaniquement la masse salariale, et l'employeur peut avoir la tentation en négociation de limiter les augmentations des salariés pour pouvoir compenser l'augmentation de la masse salariale par la création d'emploi. Donc il est important aussi dans l'évolution de la masse salariale, ce qui relève d'une augmentation des effectifs, ce qui relève des augmentations type SMIC, rémunération annuelle, et ce qui relève effectivement de ce que vous avez négocié. Négocier quoi? Alors, là aussi, la question peut paraître, tu peux y aller, hein, Léna, sur la page suivante. La question peut paraître naïve, mais souvent, il y a un blocage au niveau de l'évolution des salaires de base. Ça veut dire que, pour des raisons X, Y, bonnes ou mauvaises, vous ne passerez pas. Vos propositions ne passeraient pas. Et dans ces cas-là, ça ne veut pas dire qu'on arrête la négociation. Ça veut dire qu'on va chercher d'autres portes de négociation, d'autres sujets de négociation. Alors, on a parlé de la négociation sur le salaire de base, probablement celle que vous rencontrez le plus. Mais on peut aussi négocier l'amélioration de dispositifs conventionnels. La prime conventionnelle indemnisant telle situation de travail, c'est le minimum. Rien n'empêche de négocier un dispositif d'une prime de nuit ou d'une prime pour travailler en locaux aveugles ou d'une prime de je ne sais quoi, et négocier son amélioration. Les primes variables. Alors, une prime variable, c'est un sujet sur lequel, pendant très longtemps, il y a pas mal d'années quand même, pendant très longtemps, les partenaires sociaux ne négociaient pas. Les uns, les directions, parce que ils considéraient que la rémunération à la performance, c'est son affaire, ça la regarde, c'est son pouvoir de direction, et que ce n'est pas négociable. Et puis parfois, certaines organisations syndicales n'étaient pas chaudes à négocier un système de rémunération variable en se disant si je le négocie, je le légitime. Et nous, on n'est pas tout à fait d'accord sur le principe même. Bon. Moi, je vous invite, au moins, sinon négocier les taux d'augmentation ou les taux de prime variable, au moins de négocier les cadres et les modalités d'attribution de ce type de rémunération. Et surtout, d'en négocier des limites et
plus particulièrement de négocier une vraie visibilité sur les pratiques en matière de rémunération variable. La prévoyance est un sujet qui peut être négocié également. Ça a été un grand moment il y a quelques temps quand il y a eu l'obligation pour toutes les entreprises de proposer un système de prévoyance. Il y a des choses à négocier, comme d'une part la qualité des prestations. Toutes les offres ne se valent pas. Et puis le partage entre employeurs et salariés du coût de ces outils de prévoyance, ce mode de rémunération. Et puis, le contingent d'heures supplémentaires et les contreparties, aussi un sujet négociable. Je rappelle, comme le disait Léna tout à l'heure, qu'on est dans une négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Deux points importants, notamment effet de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, mais on reviendra sur d'autres aspects un peu plus loin. Le gouvernement a remanié, a modifié les règles, les modalités de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Toute entreprise peut la verser, donc c'est un sujet de négociation. Le montant est libre, donc c'est aussi un sujet de négociation. Elle reste exonérée sous condition. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a maintenant une obligation pour attribuer cette prime de signer un accord d'intéressement. Pour beaucoup d'entreprises, ça ne pose pas de problème parce qu'il existe déjà un accord d'intéressement. Pour d'autres entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, ça a eu un effet dissuasif qu'on a constaté d'ailleurs entre 2019 et 2020, où à la fois le nombre d'entreprises ayant attribué cette prime a diminué, mais également le montant moyen a diminué. Ce qui est important pour vous, c'est que cette prime ne doit pas se substituer à des augmentations de rémunération. Si votre employeur vous dit « Ah ben, cette année, on ne fait pas d'augmentation, on limite les augmentations parce que, par ailleurs, on a fait une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat », il n'est pas dans les clous de la négociation. Donc, ne vous faites pas piéger sur ce sujet-là. Léna ? Ouais. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire un peu d'empathie, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu quels sont les enjeux pour l'employeur de la négociation. Vous avez vos enjeux, hein, le pouvoir d'achat, l'égalité professionnelle, tout ce que vous voulez. Beaucoup d'employeurs ont un enjeu économique extrêmement important, surtout dans les entreprises où vous avez des bas salaires. Vous avez sous les yeux les différents dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations patronales. Elles sont dégressives en fonction du montant de la rémunération mensuelle du salarié. Et donc, pour résumer et dire les choses très simplement, l'employeur n'a aucun intérêt à augmenter les plus bas salaires, parce que plus il augmente les plus bas salaires, plus il perd des cotisations.
C'est ce qu'on appelle une trappe à bas salaire, ou un effet négatif d'une disposition vertueuse qui, au départ, était de dire, ben, pour favoriser l'emploi des personnes éloignées de l'emploi, peu qualifiées, etc., motivons les employeurs à les embaucher en faisant des exonérations, sauf que du fait, ça s'est transformé en piège parce que beaucoup de bas salaires restent collés au bas salaire, au niveau les plus bas, pour que l'employeur ne voit pas ces exonérations diminuer ou supprimer. Léna, hop. Alors, il arrive qu'on, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on n'arrive pas à négocier une augmentation, on n'arrive pas à négocier des primes, ou pas assez, etc. Rien n'interdit dans la négociation de porter cette négociation sur d'autres sujets. C'est-à-dire déjà négocier des principes, dire, l'employeur, lui, il peut avoir ses principes, hein, il dit, moi je veux une rémunération qui fidélise, ou je veux une rémunération qui attire les gens, ou qui reconnaît la performance. Vous, derrière, vous avez aussi vos enjeux, et vous pouvez négocier le fait que la rémunération donne d'abord la priorité à l'équité interne. Si vous rémunérez la performance sur des situations d'inégalité salariale à l'intérieur, votre système de rémunération à la performance, il ne peut qu'accroître les inégalités. Et donc, ça peut être un principe à négocier de dire la performance, si vraiment vous ne pouvez pas vous en empêcher, allez-y, mais sous condition d'abord qu'il y ait une égalité salariale avec une mesure, des instruments de mesure de cette égalité salariale. Vous pouvez négocier des modalités d'attribution des augmentations individuelles. Et puis, vous pouvez négocier ce que j'appellerais des garde-fous. Négocier des grilles de salaire à l'embauche. Vous savez que quand vous avez des écarts salariaux à l'embauche, ils mettent de très nombreuses années à être résorbés. Vous pouvez, et surtout lorsqu'il n'y a pas d'augmentation générale, vous pouvez négocier un principe qui est qu'un salarié ne peut pas ne pas avoir d'augmentation individuelle au-delà de 2 ans, 3 ans me paraît un maximum, etc. Donc, voilà, au-delà des taux, au-delà des montants, vous pouvez négocier des dispositifs qui vont remettre du cadre collectif dans des politiques qui sont de plus en plus individualisées. Et puis, on l'a vu, la négociation, c'est également, a aussi pour objet, dans ce que dit la loi, la résorption des écarts entre les femmes et les hommes, sous réserve qu'il n'y ait pas, par ailleurs, des dispositifs spécifiques sur le sujet. On vous rappelle ici le triste bilan des écarts de rémunération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un écart entre 8 et 15% entre les rémunérations des femmes et les rémunérations des hommes, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire à même travail ou à travail de valeur égale. J'entends par valeur égale, hein, par exemple, 2 salariés qui sont sur le même niveau de classification. Et que par ailleurs, si on prend l'ensemble des facteurs d'écart, le fait que les femmes sont sur des niveaux de classification le plus souvent inférieurs à ceux des hommes, le temps partiel, les CDD versus les CDI, l'écart de rémunération moyen entre les hommes et les femmes est entre 20 et 30%, ce qui est énorme. Déjà, la première chose,
quand votre employeur vous fait des comparaisons entre les femmes et les hommes, posez-vous la question, ou posez-lui la question, comment effectuez-vous vos comparaisons? On a tous en tête l'idée à travail égal, salaire égal. Ben non, la loi a complété cette notion-là en disant à travail de valeur égale, salaire égal. Ça veut dire que l'employeur ne peut plus justifier d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes sous le seul prétexte qu'ils ne font pas le même métier. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, interrogez votre direction. Si votre base de données sociale ne montre que des écarts, interrogez votre direction sur les causes de ces écarts. Ça ne va pas du tout être les mêmes réponses. Si ce sont des écarts parce que les hommes ont plus d'ancienneté que les femmes, ou les hommes ont sont dans des niveaux de classification plus forts que les femmes, ou les femmes sont sur des métiers qui sont moins valorisés socialement dans l'entreprise que les hommes. Donc, avant d'arriver à des propositions et à des solutions, renseignez-vous sur les causes. Et puis faites attention à l'argument de la note de l'index égalité professionnelle. L'index égalité professionnelle, il a le mérite d'exister, mais quand même, il a beaucoup, beaucoup de défauts, notamment le fait que vous pouvez choisir vos périmètres de comparaison et que quand vous faites un périmètre sur des catégories socio-professionnelles, des groupes très larges, en fait, vous perdez en précision, en visibilité sur la réalité des écarts entre femmes et hommes. Attention à l'enveloppe de rattrapage. L'enveloppe de rattrapage est une solution, mais sous réserve qu'il n'y ait pas un jeu de vase communicant entre les augmentations individuelles et des augmentations rattrapage. Léna, je vais essayer d'aller plus vite parce que je vois l'heure qui passe. Donc, on passe à la séquence suivante. Ouais. Alors ici, l'enjeu, c'est effectivement de commencer cette négociation en étant armé avec une information qui est utile. D'accord ? Donc, on va y voir un petit peu quelle information vous pouvez trouver. La première information que vous pouvez trouver, c'est dans la BDES. D'accord ? Donc là, on vous a remis la liste des grandes rubriques de la BDES. Vous voyez qu'en son sein, vous avez des infos sur l'égalité professionnelle, avec un diagnostic et une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes, que ce soit en termes d'emploi ou de salaire. Donc là, vous allez pouvoir commencer à aller chercher des informations. Si la direction fait bien son travail, ici, il y a un diagnostic qui doit être précis sur cette question. D'accord ? Vous avez des infos sur les rémunérations salariales et les rémunérations accessoires des salariés et des dirigeants. Là, ça peut permettre aussi de poser la question de qui consent un effort, qui ne consent pas un effort, comment augmenter les rémunérations des dirigeants. Ça peut être aussi un levier de négociation. Vous allez pouvoir aussi avoir les revenus qui ont été distribués aux actionnaires. C'est aussi un levier de négociation. Rentrer en négociation avec une direction dans un groupe qui distribue allègrement des dividendes aux actionnaires, ça peut être l'occasion de demander à ce qu'effectivement, il y ait aussi un effort qui soit fait sur les salaires des salariés. D'accord ? Mais ça suffit pas. Vous avez pas, c'est pas parce que vous avez accès à la BDES que la direction doit s'arrêter là. Il est conseillé d'aller chercher de l'information sur l'activité, les prévisions d'activité, les résultats de l'entreprise, l'évolution de son chiffre d'affaires, de façon à ce que vous arriviez préparé à la négociation. On y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, pour un certain nombre de secteurs d'activité, l'année 2020
et pas très réjouissante en termes d'évolution du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise, il vaut mieux le savoir en arrivant en négociation plutôt que d'arriver avec ces demandes qui soient balayées d'un revers de la main par la direction au regard de la situation économique. D'accord ? On l'a dit tout à l'heure, regardez les dividendes qui ont été versés. Ça peut permettre de voir si les dividendes ont augmenté de 20% entre une année et l'autre, ça vous donne des billes pour aller demander à ce que le taux d'augmentation de la masse salariale soit positive. Peut-être pas de la même ampleur, mais en tout cas, ça permet d'appuyer vos demandes sur des réalités économiques. Et allez regarder aussi la part de la masse salariale dans les charges d'exploitation et dans votre valeur ajoutée. D'accord ? Ça permet d'évaluer quel impact les augmentations salariales vont avoir sur la structure de résultats de l'entreprise. D'accord ? Une fois qu'on a regardé ces informations disponibles dans la BDES et qu'on s'est préparé à regarder aussi le contexte économique de l'entreprise avant de rentrer en négociation, il faut absolument que vous ayez en tête quel a été l'impact de l'application des négociations de l'année passée. D'accord ? Il faut regarder quel a été l'augmentation de salaire pour les salariés qui étaient concernés par les différentes mesures prévues dans l'accord ou dans le PV de désaccord d'ailleurs. Est-ce que ce qui a été décidé a effectivement été mis en place ou pas ? Pourquoi ? Ça, c'est des informations que vous devez avoir. Il faut aussi que vous ayez en tête si les mesures qui ont été prises l'année passée vont avoir un impact sur la masse salariale de l'année en cours, hein, avec des mesures qui s'étalent dans le temps. Et un point qui est important, si jamais vous aviez mis en place des talons dans le cadre des mesures d'augmentation, essayez d'avoir l'information sur quel a été le coût réel de ces mesures. D'accord ? Parce que généralement, ça peut être compliqué à mettre en place, alors qu'au final, quand on regarde un petit peu précisément, ce n'est pas quelque chose qui est très coûteux, et pourtant, c'est une mesure qui peut être assez forte en termes d'égalité dans l'entreprise. Vous pouvez aussi demander un bilan des mesures individuelles qui ont été mises en place par mesure. Combien d'augmentations individuelles, combien de primes, combien de commissions, combien de bonus. D'accord ? Leur répartition par catégorie hein. On peut regarder les catégories socio-professionnelles. Est-ce que les cadres et les ouvriers ont eu les mêmes augmentations individuelles ? Mais on peut aussi regarder par métier. Hein. Est-ce que la R&D a eu accès aux mêmes augmentations que les forces commerciales ? Par âge, est-ce que les salariés les plus âgés ont tous eu 0% d'augmentation individuelle ? Ou au contraire, est-ce que les jeunes de 30 à 35 ans ont tous eu beaucoup d'augmentation individuelle ? Ça renseigne aussi sur ce qui s'est effectivement passé. Par ancienneté, par sexe, hein, important. On parlait de la résorption des écarts. Si la direction vous dit oui, on veut réduire les écarts entre femmes et hommes, et qu'en fait, vous vous rendez compte que, en moyenne, les femmes, elles ont eu 1% d'augmentation individuelle quand les hommes en ont eu 3, on se dit qu'à ce rythme-là, ça va être compliqué d'atteindre un jour l'égalité salariale. Et regardez, effectivement, un bilan qui prenne en compte les moyennes, mais aussi les dispersions. Vous savez que la moyenne, c'est une notion qui n'existe pas, donc c'est important que vous ayez aussi des idées de quel pourcentage à quel pourcentage est-ce que les mesures se sont appliquées par catégorie. Regardez le pourcentage de bénéficiaires. Est-ce qu'il est plus difficile d'avoir accès à une augmentation individuelle quand on est ouvrier ou quand on travaille en R&D ou quand on est une femme ou quand on est un salarié plus âgé, d'accord ? Et surtout, demandez, ça Tanguy vous en a parlé tout à l'heure, demandez effectivement le bilan sur le nombre de salariés qui n'ont pas eu de mesures individuelles depuis 2 ou 3 ans. D'accord ? Ça permet de voir s'il n'y a pas des salariés qui seraient passés entre les mailles du filet et qui auraient été oubliés par la direction depuis plusieurs années. Ok ? Alors, on a vu que vous pouviez avoir accès à un certain nombre d'informations dans la BDES, que vous pouviez aller demander des informations à votre direction de façon à avoir en tête le bilan des années passées avant d'aborder les négociations de l'année en cours. Une autre source d'informations sur la situation de votre entreprise et qui peut vous accompagner dans la détermination de votre agenda pour les négociations, c'est l'expert.
Vous le savez, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi, vous avez la possibilité de faire appel à un expert. D'accord ? Cette consultation est assez large. Vous avez là affiché à l'écran les différents thèmes, les 8 thèmes qui font partie de cette consultation. Et vous avez peut-être noté que le thème de rémunération n'y apparaît pas en tant que tel, hein, il n'y a pas de bloc rémunération, mais c'est un sujet qui reste légitime à la consultation de la politique sociale, d'accord ? Parce que la rémunération permet effectivement, rentre en ligne de compte dans un certain nombre de sous-thèmes. En tout cas, c'est quelque chose qu'on fait habituellement. Il est très habituel que dans le cadre de cette politique sociale, on aille regarder les rémunérations de façon assez précise. Et quand on regarde ces rémunérations-là, on peut arriver effectivement avec un diagnostic qui peut vous permettre effectivement de vous accompagner dans la définition de vos enjeux. Du point de vue de l'expert, est-ce qu'il y a un souci en termes d'équité interne? Est-ce qu'il y a un souci en termes de pouvoir d'achat et de son évolution sur la période récente? Est-ce qu'il y a un souci d'individualisation de l'évolution des rémunérations? Auquel cas, on peut vous accompagner pour réfléchir à comment négocier pour améliorer l'équité interne ou la hausse du pouvoir d'achat et réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour remettre un peu de collectif dans les rémunérations. Okay ? On peut vous aider aussi à analyser l'information qui vous est remise dans le cadre des négociations. On peut aussi vous aider à regarder si l'information qui vous est due y est bien. On peut aller analyser avec vous la BDES et voir si toute l'information qui est bien celle qui est prévue par le législateur. On peut vous aider aussi à aller rechercher les marges de manœuvre dont dispose la direction, d'accord, que ce soit d'un point de vue économique sur une analyse de la situation financière de l'entreprise, mais aussi, comme l'a soulevé Tanguy, les marges de manœuvre dont dispose la direction, par exemple via des exonérations de cotisations sociales. D'accord ? Et ensuite, on peut vous aider à construire vos propositions et aller constituer un argumentaire pour défendre vos lignes face à la direction, d'une part, mais aussi face aux salariés. Parce que quand vous allez en négociation, après, c'est aussi pas mal d'avoir un argumentaire pour aller rediscuter aux salariés et expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à cet accord. Et ensuite, au fil de la négociation, on peut vous aider à analyser les propositions que vous fait la direction et de faire des simulations sur quels seraient les impacts individuels et collectifs. Alors, ça ne vous a pas échappé, hein, on est tous derrière un écran pour des raisons sanitaires. Donc, Covid, augmentation, ou tout du moins négociation, comment ça va se passer? On l'a dit tout à l'heure, le contexte économique est dégradé pour une grande partie des secteurs d'activité. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que pendant cette crise sanitaire, les entreprises ont perçu des aides pour mettre en place l'activité partielle. Les aides qui ont été perçues pour mettre en place l'activité partielle, ça correspond à des économies pour l'entreprise, des économies sur la masse salariale. C'est important de les avoir en tête, d'accord ? Il faut aussi avoir en tête l'impact de la crise sur les résultats économiques de l'entreprise, mais aussi ce que ça a eu comme impact sur la diminution de nombre supplémentaire et la baisse de prix pour objectif. Si les commerciaux étaient intéressés à l'atteinte d'objectifs et avaient habituellement de très grands variables, il y a fort à parier qu'en 2020, ces variables soient un petit peu remises en compte. Et ça, c'est des marges de manœuvre pour l'entreprise. C'est de la masse salariale en moins qui aurait été effectivement versée en 2020. D'accord ? Enfin, si la direction aura beau jeu de dire l'année 2020 est catastrophique, on ne peut pas du tout mettre en place d'augmentation, ce n'est pas du tout envisageable, faut aussi rappeler que pour la plupart des secteurs d'activité, on se retrouve face à une crise qui est une crise certes, mais qui est une crise conjoncturelle. Donc c'est important de regarder aussi les perspectives pour l'année 2021 et de vous appuyer en disant « Ok, 2020, ça n'a pas été chouette, mais vous avez reçu des aides. Et 2021, vous prévoyez un fort redémarrage. Peut-être que l'effort sur les augmentations peut être lissé dans le temps en donnant un petit peu en 2020 et un petit peu en 2021. D'accord ? Alors, d'une façon générale, voilà, la direction en face, elle va avoir beau jeu d'essayer de balayer tous vos argumentaires. Vous restez concentré sur vos revendications.
Vous avez un argumentaire, vous le maîtrisez, d'accord? Vous regardez bien effectivement aussi les efforts supplémentaires qui ont été fournis sur la période, hein. N'oubliez pas que, les salariés qui ont effectivement, travaillé, pendant la crise sanitaire, c'est quelque chose qui peut être, mis en avant ou sur, l'équité de traitement, si, c'est un axe qui est important pour vous, la réduction des inégalités femmes-hommes et la juste reconnaissance de la performance, surtout en situation dégradée, d'accord? Est-ce que la performance, c'est juste l'atteinte d'objectifs ou c'est aussi, l'effort qu'on a mis pour essayer de les atteindre? D'accord? Alors, en résumé, pour, reprendre la démarche, que vous pouvez suivre pour aborder les négociations, le premier point, c'est d'identifier la situation. D'accord? Est-ce que vous vous retrouvez face à des catégories de salariés qui sont très différentes en termes de rémunération? D'accord? Quel est le mode de rémunération qui sont en vigueur dans votre société? Et pour ça, vous pouvez réutiliser le petit tableau que vous a montré Tanguy, en début de la partie 2. D'accord? Est-ce que les salaires ont été gelés sur la période récente? Est-ce que vous vous trouvez dans une entreprise qui est réellement en difficulté ou pas? Il y a certaines entreprises qui ont aussi bénéficié de la crise sanitaire. OK? À partir de cette situation, il faut définir des enjeux. Est-ce qu'il y a beaucoup de bas salaires? Auquel cas, il y a peut-être un petit enjeu à les revaloriser. Est-ce qu'il y a des écarts de rémunération entre femmes et hommes qui sont conséquents? Est-ce que des efforts ont été demandés pendant la crise sanitaire et n'ont pas été reconnus? Est-ce que vous avez l'impression que les rémunérations se passent à la tête du client? Tout ça, c'est des enjeux que vous devez lister à partir de la situation de votre entreprise. Et enfin, à partir de ces enjeux, vous pouvez cibler des objectifs. Est-ce que vos objectifs, c'est d'augmenter les salaires? Est-ce que c'est d'aller négocier des principes et des garde-fous, comme vous en avez parlé tout à l'heure? Est-ce que votre objectif, c'est de préserver le pouvoir d'achat ou est-ce que c'est de limiter les dispersions salariales? Est-ce que c'est de rétablir l'équité entre différents groupes de salariés? Tout ça, c'est vraiment les objectifs, sur lesquels vous devez vous mettre d'accord et que vous devez vraiment inscrire de façon à les garder en tête tout au long de la négociation. Et enfin, à partir de ces objectifs, vous pouvez passer à l'action. D'accord? Qu'est-ce que vous négociez? Est-ce que vous négociez des grilles de salaire à l'embauche pour éviter que des écarts de rémunération se retrouvent dans les années à venir? Est-ce que vous négociez des augmentations générales pour tous les salariés ou pour les plus bas salaires? Est-ce que vous négociez des enveloppes de rattrapage entre certaines catégories de salariés, entre femmes et hommes par exemple? Ou est-ce que vous négociez un taux de bénéficiaire des mesures individuelles par catégorie, que ce soit CSP ou métier? D'accord? Tout ça, c'est vraiment une trame de questionnement qu'on vous propose de faire avant d'aborder les négociations. Alors, sur la conclusion, qui va un peu récapituler ce qu'on s'est dit, je laisse la main à Tanguy. Oui, en fait, le maître mot de l'ensemble de notre présentation, c'est qu'il faut tout faire pour élargir le périmètre de la négociation. Ce que vous voyez, le petit rond, c'est la négociation, la NAO traditionnelle, où on négocie des augmentations sur le salaire de base avec comme point principal et minimal le maintien du pouvoir d'achat, au mieux une amélioration du pouvoir d'achat, mais souvent le maintien du pouvoir d'achat, avec comme outil de référence l'inflation. Élargir la négociation, c'est le salaire de base, par exemple. C'est bien sûr un sujet important de la négociation, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez négocier sur le variable, sur les rémunérations conventionnelles, sur la prévoyance. Le pouvoir d'achat, oui, bien sûr, c'est important. Excusez-moi, il faut que je bouge un petit truc sur mon écran, voilà. Mais c'est un enjeu, mais vous avez d'autres enjeux qui peuvent être le point central de votre négociation, c'est le principe de la reconnaissance collective, limiter l'individualisation, le principe de l'équité salariale, etc. Les augmentations, oui, bien sûr,
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut négocier des grilles salariales à l'embauche ou en cours de carrière. On peut négocier des processus de gestion, on peut négocier des indicateurs. Et enfin, l'inflation, bah oui, c'est une information importante, mais vous avez aussi besoin d'informations économiques et sociales. Vous avez besoin d'informations, et on va revenir dans les questions, sur les marges de manœuvre. Léna peut citer un bon exemple. Quand vous avez beaucoup de salariés qui vont bientôt partir à la retraite avec des primes d'ancienneté, eh ben, ça veut dire que d'ici peu de temps, il va y avoir des primes d'ancienneté qui ne seront plus versées, qui peuvent constituer des marges de manœuvre. Et donc, ce sont des informations aussi importantes. Donc voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est essayer d'aller le plus loin possible autour de ce petit rond traditionnel. Et donc, pour terminer, quelques petits conseils. Évaluer l'évolution de la masse salariale. Est-ce que finalement, la masse salariale augmente autant que le dit la direction? Est-ce que, par exemple, elle n'est pas en train de diminuer sur certains aspects? Comparer les écarts de rémunération entre les salariés et les dirigeants. Pourquoi les salaires des dirigeants progressent plus vite? Ça peut être un point important. Évaluer les marges financières, et notamment, on l'a dit tout à l'heure, sur les exonérations et les allègements en cotisation. Quelle part de ces économies peuvent être consacrées à de l'augmentation de salaire? Interroger sur le partage de la richesse créée, comment elle se répartit, notamment entre les actionnaires et les salariés. Améliorer l'équité des augmentations individuelles. Et là, vous pouvez avoir un levier d'action, c'est que l'employeur est tenu de justifier tous les écarts de rémunération, qu'elles soient variables ou de salaire de base, entre salariés. Il a cette obligation d'expliquer et de justifier les écarts de rémunération. N'hésitez pas à lui rappeler. Ne pas hésiter à négocier sur les périphériques de rémunération, l'épargne salariale, la prévoyance, comme je disais, quand on ne peut pas rentrer par la négociation sur le salaire, eh ben rentrons sur un autre thème. Et surtout, renforcer votre crédibilité, votre légitimité. Vous avez de la crédibilité, vous avez de la légitimité, ne serait-ce parce que vous êtes en charge de la négociation, mais n'hésitez pas à chiffrer les revendications et à préparer votre négociation. Quelles sont les alternatives, les stratégies, quels sont les enjeux, etc. N'hésitez pas à nous contacter et faire appel aux experts Synlex si vous voulez qu'on puisse vous accompagner dans ces situations. On va prendre quelques questions. Tanguy, je te laisse la main sur les questions qu'on prend. On va essayer de... On a quelques... Alors, oui, quelques questions parce que vous avez été très nombreux à poser de très, très nombreuses questions. Et avant d'y répondre, je souhaite remercier Mathieu Desgans qui n'apparaît pas, qui est de Synlex et qui s'occupe non seulement de la technique, mais à relayer toutes vos questions. Et il aura besoin d'une bonne ERTT vu tout le travail que vous lui avez donné. Merci Mathieu. Y a-t-il moyen de se procurer des études salariales? Je vais coupler avec une autre question qui était est-ce que l'employeur est tenu de communiquer aux négociateurs les benchmarks salariaux auxquels il procède? Alors, les études salariales, oui, alors d'abord, elles coûtent très cher. Elles sont de différentes qualités. Hein. Je ne vous recommande pas le marronnier annuel
sur le salaire des cadres, dont je ne sais plus quel hebdomadaire, avec des chiffres extrêmement généraux et pas d'une grande fiabilité. En général, ce sont des cabinets anglo-saxons, Hewitt, AM Management, TPFC, Mercer, procèdent à ces enquêtes. Il faut savoir que les enquêtes qui sont ouvertes, accessibles au grand public, sont souvent très générales et en effet coûtent très cher. En revanche, il y a des enquêtes salariales qui sont très, très précises, de grande qualité, mais elles s'alimentent de données salariales fournies par et seules les entreprises qui produisent les données, qui fournissent les données, ont accès à ces enquêtes-là. Et donc, vous ne les obtiendrez pas autrement que en demandant à votre employeur, s'il y participe, de vous communiquer ces enquêtes ou au moins une synthèse de ces enquêtes-là. Est-ce qu'il est obligé? Bah, c'est tout l'objet de la négociation de la première journée sur quelles sont les informations à fournir. Moi, je dis souvent aux directions que je rencontre, vous nous dites que le marché des rémunérations est structurant dans votre politique de rémunération, donc montrez-nous le marché des rémunérations. Peu d'entreprises acceptent de le faire, mais parfois l'argument marche. C'est-à-dire que si on vous dit on ne va pas augmenter telle population de plus de 2% parce qu'ils sont au-dessus du marché, demandez absolument à votre interlocuteur de la direction de vous montrer les éléments qui l'amènent à cette conclusion. Lorsque nous sommes sur mission rémunération, nous, en tant qu'experts, il nous arrive d'avoir accès aux données générales ou individuelles des benchmarks. Pas toujours, mais ça arrive plusieurs fois. Autre question que j'avais, on ne répondra pas à toutes les questions. Quel recours si la BDES n'est pas correctement alimentée? Bon, vous pouvez toujours taper sur le poing sur la table, mais ça ne marchera pas forcément. Je dirais, à l'extrême, l'employeur qui ne fournirait pas dans la BDES les informations légales pourrait s'exposer à un délit d'entrave. Entrave à l'information des représentants du personnel. Alors, sans aller jusqu'au délit d'entrave, la menace d'un délit d'entrave peut être parfois efficace. Autre question que vous nous avez posée, les OS peuvent-elles s'opposer des OS peuvent s'opposer à un accord si elles représentent moins de 50% des suffrages obtenus. Là, je vous renvoie au slide 8 hein, que vous aurez en ligne. Il y a deux conditions à être signées par une ou plusieurs OS représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages. Et puis, il y a l'absence d'opposition d'une ou plusieurs OS ayant recueilli plus de 50%. Il y a une question, Tanguy, par Petrescu Bogdan qui Pardon. demande. Il y a une question qui demande, chez nous, l'employeur dit qu'il y a peu de femmes dans l'entreprise et qu'il n'est pas obligé de nous montrer les écarts hommes-femmes. Alors, effectivement, dans la construction de l'index, le calcul de l'index égalité pro est soumis à un certain nombre de conditions.
Et si le nombre de femmes dans chaque catégorie est insuffisant pour déterminer un critère, il se peut qu'in fine, l'index ne puisse pas être calculé. D'accord? Ça, c'est prévu par le législateur. Ceci étant dit, ça n'empêche pas votre direction de devoir mettre en place soit un accord égalité pro, soit un document unilatéral de démarche pour réduire pour réduire les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Donc oui, effectivement, c'est possible que l'indicateur ne soit pas calculable, mais encore faut-il que la direction vous explique pourquoi ce n'est pas le cas. Donc ça, vous pouvez demander à ce que ça vous soit présenté. Et ça n'empêche pas la direction de tout de même devoir répondre à ses obligations légales. Oui, il y a deux points importants dans la réponse que tu as faite à cette question. C'est, en effet, l'indicateur peut ne pas être calculable, mais attention, s'il n'est pas calculable, ça ne veut pas dire que l'employeur bénéficie des points de cet indicateur. Ça veut dire qu'on fait une règle de 3, on neutralise l'indicateur et on fait une règle de 3. Donc, si l'idée derrière, c'est il n'est pas calculable, donc je récupère les points comme si j'avais bien fait, ça ne marche pas comme ça. Et puis, le deuxième point qui est important dans la réponse de Léna, c'est que l'index, c'est une chose, mais la situation réelle des hommes et des femmes dans l'entreprise, c'est une autre chose. Et que euh, si une femme, par exemple, va voir monsieur le juge en disant je suis moins rémunéré que mon collègue pour un travail de valeur égale, une situation comparable, l'employeur pourra toujours venir voir le juge en disant ah bah vous voyez mon index j'ai tout bon, ça marche pas, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de l'index, il y a bien une obligation de l'employeur de résorber les situations d'inégalité. Oui, peut-être une autre question de Brigitte Socard qui demande à quoi correspondent les primes indemnitaires. Ce qu'on appelle des primes indemnitaires, excusez-moi, ce sont des primes qui sont la plupart du temps conventionnelles, mais rien n'empêche que ce soit des primes maison, et qui vont compenser une situation de travail qui peut être une situation, par exemple, dégradée, ou une situation imposant des contraintes particulières. Le travail de nuit, c'est une contrainte particulière. Il fait l'objet, dans la plupart des entreprises et des conventions collectives, d'une indemnisation, parce qu'évidemment, quand vous travaillez de nuit, ben, le jour où vous dormez, vous ne pouvez pas faire vos courses, etc. Donc, les primes indemnitaires, ça peut être des primes de salissure, ça peut être des primes de panier parce que ben voilà, je suis sur un chantier, je peux difficilement sortir de mon chantier plein de ciment pour aller dans un restaurant, j'amène mon panier, ça, ça, ça me, ça me crée des contraintes. C'est ce qu'on entend par des primes indemnitaires. Ensuite, il y a Clément Péchenard qui demande: Bonjour, dans mon entreprise, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. L'écart n'est pas significatif entre les rémunérations des hommes et des femmes. Il n'y a donc rien à négocier. Que devons-nous mentionner dans l'accord? Alors, peut-être deux éléments. Le premier, c'est quand on dit que l'écart n'est pas significatif, la question, c'est de savoir si c'est vraiment vrai. Puisque si la direction vous dit ça à partir de l'index égalité pro, on répète que souvent le périmètre utilisé pour calculer les écarts de rémunération, c'est celui de la catégorie socio-professionnelle et ça ne veut pas dire grand-chose. Donc peut-être que ça mérite d'aller chercher un petit peu plus finement, d'avoir effectivement au moins des salaires moyens par coefficient en termes de classification pour vérifier bien ce fait qu'annonce la direction. D'accord? Dans un deuxième temps, si effectivement il n'y a pas d'enjeu en termes d'écart de rémunération entre femmes et hommes, vous n'êtes pas obligé de le négocier. Dans ces cas-là, l'accord ne prévoit rien. Mais ça mérite d'être un petit peu vérifié. Si c'est vraiment si c'est vous qui l'avez constaté, bah, tant mieux. Si c'est ce que la direction vous dit, assurez-vous effectivement que ce ne soit pas à partir de l'index égalité pro
que ce soit annoncé, parce que auquel cas, ça pourrait être trompeur et ça nécessiterait une analyse un petit peu plus approfondie. Marie-Christine dit, vous avez dit que les DS peuvent s'accompagner. Oui, je confirme, j'ai bien dit que les délégués syndicaux peuvent se faire accompagner. Nous proposons des accompagnements à la négociation salariale, qui peuvent consister à faire un état des lieux de la situation salariale dans votre entreprise, à vous aider à définir vos enjeux, comme je disais tout à l'heure. Hein. Vos enjeux, ça peut être une année l'égalité femmes-hommes, et puis l'année suivante, mettre des règles collectives là où il n'y a que de l'individuel. Et puis, ça peut être un travail d'accompagnement pour décoder et analyser les propositions de la direction, et un accompagnement pour vous aider à formuler et à argumenter vos propres propositions. On évitera de vous accompagner en négociation, mais par contre, en amont et en aval de chaque séance de négociation, on peut tout à fait faire ce travail d'accompagnement. On prend une dernière question peut-être, Tanguy? Oui. T'en as une? Ouf, ouf. Je ne sais pas s'il y en a une qui paraît importante. Vous avez passé beaucoup de questions, du coup, c'était très long de scroller tout le chat, mais c'est bon signe. Alors peut-être que pendant que Tanguy sélectionne une dernière question, parce que je vois passer des commentaires là-dessus, effectivement, on va vous envoyer le support, hein, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Le support sera envoyé à l'ensemble des participants et le webinaire sera diffusé en replay sur le site internet de Syndex à partir, dès le début de la semaine prochaine. Voilà, comme c'est un temps un peu contraint, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les envoyer par mail à contact@syndex.fr et on vous fera des réponses rapidement. Voilà. Voilà, bah écoutez. J'ai peut-être juste une dernière question d'Isabelle Mèche qui demande la démarche pour un accompagnement. Qui doit les demander? Quel est le coût? Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de peut-être passer par une mission politique sociale. Donc, contactez-nous avec le CSE, si possible le secrétaire ou la secrétaire du CSE. Et à ce moment-là, on discutera. Et vous dire le coût, là, comme ça, c'est vraiment pas possible parce qu'on ne fait pas de mission standard. Quand on fait une mission, on part vraiment de l'existence et toujours du sur-mesure. Et il faut systématiquement passer, bien comprendre quelles sont vos attentes. Mais par contre, vous pouvez nous appeler, on discute de vos attentes et ensuite on vous présentera le budget. Pour rappel, les honoraires de l'expert sur la mission politique sociale sont pris en charge à 100% par l'employeur. D'accord? Donc n'hésitez pas, si vous avez des demandes, contactez-nous, on discutera avec vous pour savoir quelle est la réponse la plus appropriée à votre situation. Oui, le mieux en effet, c'est d'être en contact direct sur cette question-là, parce que le choix du véhicule de mission est délicat. Léna parlait de mission politique sociale, mais c'est vrai que la mission politique sociale, elle s'adresse aux représentants du personnel. Or, ce ne sont pas les représentants du personnel qui négocient sur les organisations syndicales. Et donc, on peut, dans le cadre d'une mission politique sociale, travailler le sujet des rémunérations, mais en revanche, on doit être attentif à ne pas faire de lien avec les négociations, de lien formel. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on va faire une mission politique sociale pour vous aider à négocier. Voilà, on aurait des problèmes. Donc, il faut vraiment travailler le cadre de mission
qui vous sécurise, qui vous permet à la fois d'avoir toutes les billes en main pour pouvoir négocier, mais aussi qui sécurise juridiquement le dispositif. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous pour votre forte participation. On a été très nombreux aujourd'hui. On est super contents de ça. On espère qu'on a pu vraiment vous outiller pour aborder vos négociations. On le répète, on vous envoie le support, on met le webinaire en replay sur notre site internet. Si vous avez des questions ou des discussions à avoir sur des cas particuliers, vous envoyez un mail à contact@sandex.fr. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on produit sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Voilà, passez une bonne journée, un très bon week-end. Prenez soin de vous dans ces conditions et à très bientôt. Au revoir.